Merci de nous rejoindre pour suivre votre émission hebdomadaire, les rendez-vous pour débattre sur le sujet brûlant d'actualité. Pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le numéro 1 de l'Union nationale des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Congo. Pourquoi pas acteur politique? C'est M. Pierre Boukassa. Bonsoir, M. Pierre. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je serai certaine que vous allez répondre aussi à toutes les questions prévues pour ces numéros. On espère. Voilà, nous allons parler de l'insécurité et de la situation politique dans la République démocratique du Congo, notre pays. Pourquoi pas marteler aussi sur les nécessaires que semble faire l'INAGRICO pour tenter de soulager tant soit peu le maraîcher du Congo, particulièrement de Kinshasa. Voilà, d'entre deux jeux, le week-end, le voix s'était élevé pour condamner d'abord l'arrestation brutale des Atou Matubwana, l'ancien gouverneur, dans les images qui ont circulé sur la toile. Vous, personnellement, vous avez suivi. Quelle a été votre opinion? Non, ça a été avec beaucoup de regrets que j'ai suivi cela. Parce que, avant tout, c'est un homme politique public qu'on ne peut pas arrêter n'importe comment. Mais qu'est-ce que vous voulez? Parfois, il y a toujours des bavures. Donc, du moment qu'il s'en est sorti après, et qu'on a pu rectifier, c'est ça l'essentiel. Hein. Mais il faut se dire que, pour moi, ce n'était pas tellement bien qu'on l'arrête de cette façon-là. Vous trouvez que la justice a vocation de pouvoir humilier les auteurs de crimes ou bien les personnes condamnées? Non, la justice n'est pas là pour humilier. Mais la justice est plus là pour corriger, pour essayer un peu que les gens s'amendent sur les fautes qu'ils ont faites. Mais il faut reconnaître que parfois, il y a toujours des bavures. On appelle ça des bavures. C'est qu'on envoie des gens pour l'arrêter calmement, mais eux font du n'importe quoi. Bien sûr, ces gens seront condamnables, mais sauf qu'entre-temps, peut-être que l'acteur politique a déjà été humilié. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste qu'on s'excuse. On est en Afrique, bon, tout peut arriver. Mais c'est vraiment regrettable que ça soit passé de cette façon-là. Les communs des mortels se posent la question, pourquoi cette interpellation musclée de Atou Atubwana? Mais en fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que cette histoire de M. Atou, ça fait un bout de temps, ça fait plus de 2 ans qu'on parle toujours Atou. Pourquoi on n'arrive pas à terminer ça? Vous savez, nous sommes plus dans le secteur agricole, c'est que je ne peux pas savoir les méandres de toutes ces histoires-là. Mais j'ose croire qu'en réalité, il fallait que justice soit faite et qu'on termine une fois pour toutes une histoire qui ne fait que ridiculiser peut-être nos acteurs politiques. Parce que je m'imagine mal que par le monde, cela se fasse ailleurs. Qu'on voit par exemple un ministre ou un gouverneur ou un député américain ou belge ou européen se faire maltraiter comme ça. Il faut qu'on sache comment on s'y prend quand il y a eu gaffe ou quand il y a eu des problèmes. Mais que voulez-vous, c'est déjà arrivé. Espérons que ça sera peut-être la dernière fois qu'on voit ça sur les réseaux publics, les réseaux sociaux. La procédure liée à son arrestation a suscité de vives polémiques. Et ça sent l'acharnement ou bien c'est parce qu'il n'a pas fléchi à temps? Non, ce n'est pas l'acharnement. On ne sait pas comment l'arrêter. Parfois, il y a résistance. Une personne qui résiste, ça, on ne le montre pas, mais il peut être aussi maltraité à un moment donné, des paroles mal placées. On ne sait pas comment ça s'est passé, donc ce n'est pas à nous de juger. J'ose croire que maintenant qu'il est devant les cours, laissons les cours et tribunaux faire leur travail et suivons tout simplement comment ça va se terminer. Mais ce n'est pas à nous de juger, parce qu'on ne sait pas comment l'arrestation a eu lieu. On l'a vu bien sûr traîner, soulever dans sa culotte, mais comment on est arrivé là, on en est arrivé là, personne ne le sait. Donc laissons faire les tribunaux. Voilà, dans le cadre de vos activités, là je vois l'INAGRICO, vous avez pu quand même donner les meilleurs de vous-même pour les succès aussi des maraîchers de ce coin. Donc je fais allusion au Congo central. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème qui se pose de mégestion, gestion calamiteuse, gestion opaque par rapport à cette province. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette province puisse revêtir sa robe d'antan? Je vais vous dire une chose, madame, c'est que le plus grand problème de notre pays, ce n'est pas tout simplement Kinshasa, c'est l'éternel recommencement. Chaque fois qu'il y a un gouvernement, c'est comme si on n'avait rien fait dans le passé et que nous voulons recommencer. Ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y a pas continuité de la chose publique. Il faut qu'on arrive à se dire
pourquoi on n'arrive pas à faire une cartographie agricole. Mais je suis très content, c'est que moi, quand je parle de cartographie agricole ici, je vois aussi les recensements des agriculteurs et de leurs terres. Mais je suis quand même content parce qu'aujourd'hui, j'étais sur Google, j'ai vu que le ministère de l'Agriculture a balancé certaines cartes, par exemple la carte de la végétation du Congo, la carte des sites agricoles. Ça m'a beaucoup plu. Donc ça veut dire qu'ils essayent quand même de comprendre un peu ce que les agriculteurs attendent d'eux. Mais le grand problème, c'est la sécurisation. Vous savez, je l'ai toujours dit, tout a été biaisé dès le départ, les années 54, 75, jusqu'à l'entrée de l'AFDEL. C'est que les agriculteurs ou les maraîchers ont été installés sur les sites agricoles en fonction des arrêtés ministériels. Arrêtés ministériels fixant par exemple le poule Malébo, arrêté ministériel pour les sites de Tchangou, arrêté ministériel de Tchouengue. Mais quand on vient arrêter, quand les chefs coutumiers accusent les sites agricoles que ça leur appartient et qu'on puisse réellement spolier, ils viennent en attaquant des tierces personnes. Alors qu'on devrait attaquer le ministère de l'Agriculture, le ministère des Affaires foncières, et que le ministère de l'Agriculture puisse mettre des avocats à la disposition des maraîchers. Mais ici, on va attaquer Papa Loufakenda, qui est maraîcher de Tchouengue. Mais en l'attaquant, on attaque tous les sites de Tchouengue, alors que Papa Loufakenda ne détient pas un certificat ni un titre. C'est ce que vous voyez à chaque fois les maraîchers en train de se plaindre. C'est comme le site des anciens combattants. Combien de fois ne sommes-nous pas intervenus? Combien de fois n'a-t-on pas dit les anciens combattants, pour terminer cette histoire, 19 hectares et les maraîchers 39 hectares. Mais jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, vous allez sur le site des anciens combattants, vous trouverez toujours des hommes en uniforme, vous trouverez toujours des chefs coutumiers. Mais où allons-nous? Il faut qu'il y ait un état de droit. Voilà, nous allons y arriver. Finissons-en avec les dossiers insécurité qui devient grandissante en République démocratique du Congo et particulièrement dans notre capitale Kinshasa. L'actualité, c'est aussi 2 civils tués et les vice-premiers ministres, ministre de ZTPR qui a frôlé aussi la mort. Ça vous inspire quoi, toutes ces réalités? Madame, il y a l'insécurité, comme je venais de le souligner. J'ose toujours vous dire que dans toute grande capitale, il y a toujours de l'insécurité. Mais le grand problème, c'est que comment pouvons-nous arriver à remédier à cela? Parce que si vous êtes un peu sorti de ce pays, que ce soit par exemple à Lagos, que ce soit à Paris, que ce soit aux États-Unis vers Brooklyn, Harlem et consorts, vous trouverez toujours qu'il y a de l'insécurité. Mais le grand problème, nous devons nous poser la question, pourquoi y a-t-il insécurité? Donc à un moment donné, par exemple, un ministre qui est agressé, c'est qu'on ne reconnaît pas l'autorité de l'État. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il y a de l'insécurité, par exemple, les colonnes, il y a l'obscurité à travers toute la ville. Donc la ville n'est pas assez éclairée. Il n'y a pas tellement de caméras pour repérer un peu ceux qui font tout ça. Donc c'est question d'organisation et que chaque service joue son rôle. Et moi, madame, je vais vous dire une chose, que parfois c'est pénible, mais les gens ne veulent pas accepter. Ce qui tue l'homme congolais aussi, c'est le pouvoir d'achat. C'est qu'aujourd'hui, le salaire des Congolais ne permet pas parfois que le Congolais puisse réellement faire son travail. Vous voyez un sujet, par exemple, on dit un sujet gabonais ou belge ou qui, je ne sais pas, donner des ordres à un policier pour tirer sur une autorité. Mais pourquoi le policier s'exécute? Tout simplement, peut-être parce que ce monsieur n'a pas assez d'argent. Peut-être la personne a faim. Plus d'une personne semble estimer la faiblesse de l'État, surtout par rapport à l'attaque subie par le ministre de ZTPR, par la garde d'une concession privée appartenant à un expatrié. Madame, c'est un cas isolé. Parce que j'ose croire que si on devait parler de l'insécurité à travers la ville juste pour un cas, ça serait aussi un peu trop. Vous savez combien d'expatriés ont des concessions ici? Pourquoi ils n'ont pas été attaqués? Seulement, le ministre est attaqué sur les ordres d'un sujet belge. Mais comprenez, c'est un cas isolé. Et dans quel coin? Et peut-être qu'ils avaient... C'est pour ça que moi, je n'aime pas donner trop vite mon jugement. Moi, je préfère qu'il y ait enquête et qu'on sache réellement les causes pour lesquelles ils ont été attaqués.
Donc c'est très tôt de conclure qu'il y a une faiblesse de l'État. C'est très tôt. Il n'y a pas faiblesse de l'État parce que je vous assure que même aux États-Unis, ça se fait. Même dans les pays de grande démocratie, là, ça arrive. Mais le grand problème, c'est des actes isolés. C'est regrettable. Mais il faut qu'il y ait enquête et qu'on nous dise pourquoi on en est arrivé là. Si le sujet belge est fautif, il faut qu'on le sanctionne, qu'on ne le mette pas seulement à Makala, mis à Makala et refoulé. Qu'on arrête, qu'on lui prenne même, c'est bien. Parce que c'est une faute très grave d'avoir attenté à la vie d'une autorité. C'est un peu ça. Mais de quelle oreille avez-vous appris la présence de troupes rwandaises et ougandaises sur le sol congolais? Madame, ça c'est des problèmes juste pour chercher à diviser la population congolaise. Vous savez, on ne parle jamais quand en Irak, les Américains sont partis intervenir pour aider les Irakiens. On ne parle pas de Mali quand les Français sont partis aider les Maliens. On ne parle pas de Centrafrique quand les Rwandais sont partis en Centrafrique. Pourquoi seulement quand ils viennent chez nous, pour un but bien déterminé et un timing bien déterminé, tout le monde s'agite, les Rwandais sont là, les Ougandais. Mais, maman, le Congo ne sera jamais rwandais. Ils ont les cachets, ces cachets d'être ennemis des Congolais par rapport aux massacres, aux actes barbares qu'ils ont pu poser dans ces coins du pays. Madame, ils ont les cachets d'être des ennemis. Mais avant tout, ils sont africains et nous sommes dans l'Union africaine. Moi, j'ose croire que cette histoire, il faut que le président se comporte tout à fait de la manière que moi, je me serais comporté en étant chef. Les chefs ne créent pas de problème. Quand tu sais que tu as un ennemi, rapproche ton ennemi pour connaître réellement ce qu'il vaut. Si vous l'éloignez trop, vous ne saurez jamais ce que c'est l'ennemi. Du moment que vous prenez des précautions pour que cet ennemi ne puisse pas vous nuire et ne puisse pas durer sur le terrain congolais. Notre but, c'est quoi? Qu'il y ait la paix à l'Est. Voyons si l'action va apporter la paix ou pas dans les 6 mois, dans les 3 mois. Et après 3 mois, il faut que le Parlement puisse ne fût-ce que faire un constat. Ok, vous êtes resté 3 mois, comme ça n'a pas marché, maintenant, messieurs, mesdames, rentrez chez vous, nous continuons ce travail nous-mêmes. Mais la population déjà semble s'insurger. Mais quelle est cette population qui s'insurge? Quelle est cette population? La population s'insurge contre les ADF, la population s'insurge contre l'insécurité à l'Est. Le plus grand problème, les défis du gouvernement. Une solution qui ne semble pas répondre aux attentes ou apporter des solutions palliatives. Non, voilà, la population aussi peut monter au créneau pour fustiger. Madame, ok. Mais nous ne pouvons pas répondre parce que nous ne pouvons pas agir parce que la population s'agite. Le problème, allons-nous aboutir à avoir une paix à l'Est ou pas? C'est la question qu'on se pose. Si on peut avoir la paix à l'Est, quels sont les moyens? Pourquoi attendre l'aide du Rwanda et de l'Ouganda? Mais madame, je vous ai dit ceci. Pourquoi les Centrafricains ont-ils attendu l'aide au lieu du reste des pays limitrophes, par exemple? Mais le Rwanda et l'Ouganda n'est pas pays limitrophe. Mais non, c'est eux qui sont un peu, c'est leurs rebelles qui sont à la base de notre insécurité. Ils connaissent mieux ces rebelles que nous. Et en plus de cela, je vous dis, madame, ce que les gens ignorent, comme l'armée ougandaise est ici, il y a aussi nos troupes qui sont à la frontière de l'Ouganda, qui sont aussi chez eux. Ce n'est pas qu'il n'y a que eux qui sont ici. Le Rwanda, même, les policiers rwandais ne sont pas au Congo, mais nous avons aussi des policiers à la frontière du Rwanda. Il faut comprendre que, madame, c'est un faux problème. Voyons d'abord comment cela va se passer. Vous voyez l'état de siège. Tout le monde a parlé de l'état de siège. Oh non, il faut arrêter. Il faut qu'on enlève les militaires. Mais les résultats ne sont pas probants. Mais quels résultats voulez-vous attendre pendant 20 ans? Vous n'avez fait que lutter. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans ou d'une année, vous entendez, il y avait 3000 groupes rebelles. Aujourd'hui, il en reste 100. Et vous voulez me dire que l'état de siège n'a pas rapporté quelque chose? Il y a eu un avantage en ayant l'état de siège. Il n'y a plus que 100 troupes rebelles. 100 groupes, sur 3000 groupes qu'il y avait. Et vous voulez me dire, les gens ne voient pas les 2900 groupes qui se sont rendus ou bien qui ont été anéantis. Mais on voit que les sacs continuent. On ne parle que de traquer les ADF, alors qu'il y a des Maïmaï et autres groupes. Non, attention. Il ne faut pas aussi confondre, il faut faire la part des choses. Il y a des Maïmaï qui se battent pour le Congo. Ces Maïmaï-là, pour moi, il faut peut-être les encourager aussi. Il y a des Maïmaï qui sont peut-être pour les ennemis. Et eux qui viennent pour déstabiliser notre pays. Il faut faire la part des choses. Mais nous, ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y ait la paix à l'Est. S'il y a paix à l'Est, le Congo
pourra progresser. Parce que notre frein aussi, c'est l'Est. Vous comprenez? Nous allons utiliser, ou bien le président va utiliser tous les moyens pour que cette paix arrive à l'Est. C'est d'ailleurs l'objectif du gouvernement Sama, arriver à restaurer la paix à l'Est. Laissons faire, jugeons. Le Parlement est là pour parler du peuple. Que le Parlement nous dise qu'est-ce qu'il y a eu, où en sommes-nous. Mais ne suivez pas la rumeur de la cité. Monsieur Pierre, le problème se pose avec acuité. Mais vous pensez que la mutualisation des forces va permettre de résoudre le problème d'insécurité à l'Est, ou ça risque d'enfoncer les pays davantage et ajouter d'autres problèmes avec le pays limitrophe ou les voisins? Vous savez, à mon humble avis, c'est question qu'on utilise à bon escient nos militaires. Parce qu'il y a des militaires de ex-phase, il y a les militaires de l'AFDEL, il y a les militaires qui ont fait cette guerre-là, qui peuvent aujourd'hui beaucoup nous servir. Mais sauf que nous avons aussi besoin, parce que ces gens qui nous font la guerre ici, ces rebelles qui sont en train de tuer nos frères, utilisent une tactique. Seuls les Rwandais, seuls les Ougandais comprennent bien comment ils agissent. Nous, Congolais, nous ne sommes pas habitués au massacre. Nous, Congolais, ne sommes pas habitués à égorger des gens. Mais eux, s'ils égorgent, mettons aussi les égorgeurs entre eux en face pour qu'ils se battent. Et après, s'il le faut, on doit faire le droit de poursuite. Si ces soi-disant ADF-là vont jusqu'en Ouganda, c'est pour ça qu'on a besoin des Ougandais. Nous allons entrer aussi jusque chez eux pour que ça se termine une fois pour toutes. Donc ne soyons pas tellement pressés. Mais d'autres de dire que ce n'est pas une bonne chose. D'autres disent que la mutualisation des forces prouve l'échec de l'état de siège. Non, pas du tout, pas du tout. Maman, pas du tout. Je vous ai dit au départ, le mal, je m'excuse beaucoup de dire de notre gouvernement, c'est que la communication n'est pas tellement utilisée. On ne dit pas au peuple réellement ce qui se passe. Si on pouvait le dire, vous serez surpris de ce que notre armée est en train de faire. Donc si je vous comprends bien, l'état de siège pour vous a fait ses preuves. A fait ses preuves et profite à l'Est. Justifiez-vous? Mais je vous l'ai dit d'abord, il n'y a plus tellement trop de troupes de rebelles là. Il y avait 3000 groupes de rebelles à l'Est. Aujourd'hui, on parle de 100 groupes. Ça veut dire qu'il y a 2900 qui ont été anéantis et on continue. Chaque jour ici, il y a des rebelles qui se rendent et qui fuient. Les rebelles ont été dispersés ou bien capturés? Non, il y a ceux qui sont capturés. Ceux qui sont capturés. C'est pour ça, madame, il y a quelque chose que je voulais aussi vous dire. Moi, ce que je regrette un peu du gouvernement Sama, c'est tout simplement parce que le travail qui s'est fait à l'Est, on ne va pas en profondeur pour le terminer. Vous comprenez? C'est que normalement, je m'attendais par exemple au discours du président qui allait nous dire qu'il allait faire des prisons à travers tout le pays. Des prisons par province. Il faut qu'on arrête les gens qui sont arrêtés, qu'ils soient mis dans des prisons où tout le monde sait que voilà, les rebelles sont là. Mais en ce moment-ci, on les arrête, après quelques temps, ils fuient, ou bien leurs familles viennent corrompre et tout et tout. C'est comme si c'était encore un éternel recommencement. Et l'encadrement aussi de tout ce qu'on arrête, la réinsertion. Il y a eu plus de 50 millions de dollars, on nous a parlé, pour réinsérer ces soi-disant rebelles. Mais il faut que ces gens-là soient réellement réinsérés, qu'on les enlève. Si je vous comprends bien, une parenthèse, si je vous comprends bien, vous êtes dans la catégorie de ceux qui pensent que le discours du chef de l'État est un discours propagandiste. Non. Nous ne sommes pas, pendant ce temps, nous ne sommes pas en ces moments de discours. Nous attendons des actions palpables. Non, madame, je ne dis pas un discours propagandiste, comme vous dites. J'ai dit tout simplement que dans le discours du président, moi, je crois qu'il fallait le compléter un peu sur des petites histoires qui peuvent permettre au peuple de comprendre réellement la situation. Vous comprenez? Et tant que nous allons rester un peu dans le mythisme, là, où on ne sait pas ce que le président veut dire, il y a d'autres qui interprètent de leur façon, ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on arrive à expliquer. Il y a votre confrère qui a fait l'Europe ici, chez RFI, qui est le porte-parole du président. De temps en temps, il faut qu'il explique aux gens. Voilà ce que le président veut dire. À travers son discours, c'est ça, ça, ça. Expliquez maintenant, comme on dit, en langage vulgaire, en langage que tout le monde comprend. Le problème de communication continue à se poser. Moi, j'ose croire que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il corrige. Voilà. Et il fait la sourde oreille, ou bien c'est toujours par ignorance, je ne sais pas. Bon, je ne peux pas vous répondre. Attendons. Il n'y a pas un bon rendement en ce qui concerne, entre la communication du chef de l'État. Moi, je crois que la communication du chef de l'État pose des petits problèmes. Mais tout ce qu'il fait,
c'est vraiment encourageant. Quand le chef de l'État parle, il faut relayer. Et réexpliquer les... Et réexpliquer. Parce que lui, il parle en tant que politique. Ouais. Il parle en tant que politique. Mais il faut qu'il y ait maintenant des gens... Vous voyez par exemple le président Mobutu, quand il parlait, il y avait toujours sa combi qui arrivait à nous dire voilà ce que le président voulait dire. Il y avait notre frère, le journaliste ici, j'ai oublié son nom, mais qui habitait Matete. Lui aussi relayait un peu pour nous expliquer. Mais en ce moment, en dehors du président, qui a expliqué au peuple réellement ce que ça voulait dire, qu'est-ce qu'il voulait dire par son discours? Personne. Voilà, les messages est passé. Parce qu'on parlait de l'insécurité, laissez-moi vous donner cette information. Journée ville morte à Goma, la population paralyse la ville. Parce qu'il y a eu de blessés graves et consorts. Et puis au sud Kivu, plus de 3000 personnes en fuite suite à l'attaque d'une coalition des rebelles. Voilà. Regrettable. Ça va toujours pas. Regrettable. Ça, c'est le rapport de ce lundi, le jour de l'enregistrement de cette émission. Regrettable. Lundi 20 décembre 2021. C'est regrettable. C'est regrettable parce que on parle tout simplement de la fuite de 3000 personnes, mais combien de gens sont-ils en train de réintégrer leur village? Vous connaissez? Tant que l'Africain va montrer toujours le mauvais côté de ce qu'il fait, le mauvais côté de ce qui lui arrive, et ne jamais montrer aussi le bon côté pour que les gens soient encouragés, nous ne gagnerons jamais cette guerre. Moi, je vous assure, notre armée fait son travail. Qu'on continue à lui doter de moyens, cette histoire va se terminer. Vous savez, quand est-ce qu'un serpent devient trop agité? C'est quand on lui coupe la tête. Quand on coupe la tête d'un serpent, c'est là où il s'agite beaucoup. Si on ne lui coupe pas la tête, le serpent ne s'agite pas beaucoup. Si vous voyez ces rebelles en train de s'agiter, c'est qu'en ce moment, ils sont en train de voir de toutes les couleurs. Et ils sont en train de s'agiter parce que c'est la fin. Voilà, de quel œil voyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo avec Félix Tshisekedi comme président? Madame, une très bonne question. Et je vais vous répondre aussi sincèrement. Pour moi, Félix était très nécessaire pour que ce pays puisse, ne fût-ce que, retrouver sa place à travers les grandes nations. Il ne faut pas, parce que souvent quand je parle, beaucoup de gens me qualifient de tshisekedistes, de l'UDPS, de ceci. Je leur dis non, même en n'étant pas de l'UDPS, même en n'étant pas tshisekediste, il y a quelque chose, nous avions besoin d'un Congolais à la tête du Congo. Parce que le pays était tombé trop bas. Trop bas. Imaginez-vous que nous qui partons en Chine, même dans le monde, vous arrivez, vous dites, je suis Congolais. On vous demande Congo-Bou, Congo qui? Si vous dites Congo-Bou, Brazzaville, fantastique. Voilà un pays qui mérite la paix. Non, vous, ça va. Vous dites Congo qui? Mandia. Oh là, ça, c'est pas déjà traité avec voleur. On avait déjà cette réputation-là qui nous collait à la peau. Okay. Mais maintenant, avec Tshisekedi, au moins, nous reprenons notre place. Quand je voyage, je suis fier de me présenter Congolais. Vous allez continuer. Oui. Comment vous pouvez vous taper la poitrine au moment où, d'être Tshisekediste, au moment où les slogans « Le peuple est d'abord » ne trouvent pas sa place? Le Congolais ne mange pas à l'air faim, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'emploi, ainsi de suite. Depuis qu'il est là, 2 ans déjà, ces problèmes cruciaux n'ont pas été résolus. Et pourquoi vous avez, excusez-moi, cette audace de vous taper la poitrine alors que la déception est totale? Là où on a laissé ce pays à Félix, je vous assure qu'il faut peut-être 30 à 40 ans pour que le pays redémarre. Vous comprenez? Mais comme les gens attendent les résultats aujourd'hui même, c'est ce qui fait que... Mais il fallait vous voyez, vous ne m'avez pas laissé terminer. Non, vous allez continuer. Il fallait, ne fût-ce que soulager tant soit peu, ne fût-ce que le panier de la ménagère. Mais maman, vous allez soulager... Commencez par des problèmes élémentaires. Vous avez raison. Pour soulager le panier de la ménagère, il faut faire des provisions bancaires. Bon, vous laissez un compte avec $1 milliard pour une population de 80 millions d'habitants. Comment allons-nous, même avec un bâton magique, comment faire des miracles? Vous laissez rien de tout dans les réserves de l'État. Vous laissez rien du tout comme route. Vous laissez l'électricité, il n'y en a pratiquement pas, il n'y a que 10% de la population qui a l'occasion d'avoir de l'électricité. L'eau potable, on est à 29%. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte en 2 ans? Maman, même l'Europe, là, ça a pris peut-être la Chine 5000 ans pour arriver à ce qu'ils sont. L'Europe, 200, 300 ans pour arriver à ce qu'ils sont. Vous voulez que nous puissions faire des miracles en 2 ans? Prenez le temps. Peut-être que ça ne sera même pas lui, Félix, ici, qui va sortir le pays du marasme.
ça sera le prochain président. Mais il faut qu'il y ait continuité de ce qu'on a commencé. Vous comprenez, madame? Continuité, qu'on évite la corruption, continuité, qu'on octroie aux journalistes de bons salaires, aux enseignants de bons salaires. Mais pour ça, il faut reflouer la caisse de l'État. La gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement. Échec, gratuité de l'enseignement. Non, erreur, madame. Le taxe RAM, jusque-là, on n'arrive pas à supprimer ça. Et le chef de l'État n'a pas fait allusion à tout ça dans son discours. Voire même les sports dans les oubliettes. Non, madame. Les sports, comment dans les oubliettes? Vous oubliez que l'équipe nationale va jouer la Coupe du Monde, va jouer le préliminaire pour la Coupe du Monde? Non, ce n'est pas dans les oubliettes. Le grand problème, c'est lequel? Mais qu'est-ce qu'il faut, madame, qu'est-ce qu'il faut exactement pour nous devons produire, nous devons remettre le peuple au travail et produire. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour qu'il puisse prendre à bras le corps les social du Congolais? Il faut alors que nous puissions produire. Tant que nous n'allons pas produire, tant que nous allons compter sur un budget de 10 milliards, les gens trouvent 4 milliards à 10 milliards. Ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'un budget de 200 milliards, 500 milliards, vous comprenez, pour que le peuple sente. Parce que c'est avec ça qu'on va redistribuer pour la masse. Quand vous n'avez pas de l'argent pour redistribuer, comment vous allez faire? Soyons quand même logiques. Il faut qu'on produise. Et pour produire, il faut qu'on revoie le code minier qu'on est en train de faire, qu'on puisse voir aussi le code agricole, qu'on voit l'agriculture, qu'on voit dans tous les domaines remettre le Congolais à sa place. Vous savez, madame, je vais vous dire une chose. Moi, je n'adhérais pas aux histoires de l'UDPS. C'est vrai que j'ai un peu de couleur de l'UDPS. Mais sauf que je n'adhérais pas tellement. Le jour que j'ai adhéré, c'est quand je suis parti à l'hôtel. À Béatrice, j'ai suivi le projet de société du président Félix. Et il est arrivé un moment, il a dit, écoutez, on a parlé de tout dans ce pays, sauf de la place du Congolais dans ce pays. Vous comprenez? On a parlé de l'hydrographie, de la faune, de tout. Mais où se trouve le Congo, le Congolais au Congo? C'est ce jour-là que j'ai dit, voici l'homme que moi j'ai cherché, qui nous parle des Congolais. Nous pouvons tout parler. Vous verrez que notre économie est tenue par les Belges, par les Français, par les Chinois, par les Américains. Mais nous-mêmes, Congolais, nous ne sommes nulle part. Et nous sommes sans arrêt en train de nous faire arrêter. On arrête Matata, on arrête Kamere. Non! Les Français, là, nous ont dit, toute fortune a des origines douteuses. Il faut qu'à un moment donné, nos frères qui ont volé acceptent de venir investir ici, qu'on démarre ce pays. Mais je me demande, c'était mystérieux. À chaque fois que Etienne Tshisekedi était élu Premier ministre, il y avait chute vertigineuse du taux de dollar. C'était lié à quoi? Ne fût-ce que cette réalité. Non, c'était la confiance et la peur, c'est tout. La confiance du peuple et la peur. Parce qu'à un moment donné, les gens ont très thésaurisé l'argent. Et la présence de son fils à la tête du CPI n'arrive pas à récupérer tout ça. Non, est-ce que vous savez que depuis que le fils a repris, il n'y a pas eu tellement d'inflation? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Alors qu'à travers le monde... Le taux du dollar prend de l'ascenseur. Non, ça ne prend pas de l'ascenseur. Aujourd'hui, j'ai changé à 19 au lieu de 20. Aujourd'hui, là, 19. Non, ça ne prend pas de l'ascension. Suivez aussi l'opinion internationale. Mais les élections, vous allez en France. Les élections pointent à l'horizon. Non, ça va. À quand la matérialisation? Laissez-moi vous dire quelque chose. Aujourd'hui, les Français se plaignent. Les histoires sont allées à la hausse. Les Américains n'en parlons même pas. Les Anglais, il y a même des révoltes. Partout au monde, il y a des révoltes parce que le Covid a freiné le développement du monde. Monsieur Pierre, vous pensez déjà qu'on a déjà eu le résultat de maïs vendu à 18 000 francs? Disons que je ne peux pas vous répondre parce que c'est pas... Je suis un opérateur économique comme tout autre. Ça, c'est un problème du gouvernement qui peut nous dire ce qu'on avait mis pour produire ce maïs de 18 000 francs et ce qu'on en a tiré comme bénéfice. Aujourd'hui, l'agriculture souffre en République démocratique du Congo malgré les discours agriculture priorité de priorité. Avez-vous quelques propositions pour relever les défis dans ces secteurs? Je crois que, maman, depuis 1986 qu'on est dans ce domaine, on a fait beaucoup d'émissions et nous avons beaucoup parlé, notamment même avec vous, sur ce secteur agricole. Le premier problème qui tue l'agriculture du Congo, c'est l'éternel recommencement. Je ne fais que dire ça. Chaque ministre qui arrive oublie que les autres avaient aussi travaillé. Et ensuite, chaque ministre qui arrive vient avec ses soi-disant agriculteurs. Donc c'est soit les Tata Moissi, les Mamalais qui consortent, tout ça, ils les amènent pour faire l'agriculture. Alors qu'il y a une classe des agriculteurs. Donc, j'ose croire, la fois passée, nous étions avec le directeur de cabinet du ministre. Nous lui avons dit,
il faut qu'on arrive d'abord à faire des cartes pour les vrais agriculteurs. Qu'on puisse connaître qui sont-ils et ensuite qu'on voit aussi les lopins de terre sur lesquels ils peuvent travailler. Vous comprenez? Les superficies emblavables qu'ils ont. Et à partir de là, on peut connaître qu'à Kinshasa, nous avons 1 million d'agriculteurs sûrs qu'on peut contrôler, qui disposent de telles superficies et qui permettront de faire tant par hectare. Vous comprenez? Il faut un programme. Et l'État ne doit pas être jugé parti. L'État doit être contrôleur. Aux accords de Gaborone, des accords de Maputo, nous avions ratifié en disant il faut que le budget passe à 10% au lieu de nous laisser toujours à 1,3 ou à 2%. Et à ce moment-là, que l'État contrôle. L'État peut nous montrer des champs démonstratifs, des petits champs. Mais l'État n'a pas à aller faire des trop grands champs pour essayer d'étouffer les petits agriculteurs. Mais les moyens qu'on donne à l'État, là, il faut qu'il les distribue et que lui s'occupe maintenant de contrôler. La troisième chose, c'est que l'agriculteur congolais n'a pas droit au crédit. Donc c'est que nulle part au monde, l'agriculture s'est développée sur fonds propres. Nulle part. Que ce soit l'agriculture en France, que ce soit en Israël, que ce soit la révolution même bolchevique, que ce soit... Tout est parti toujours du gouvernement qui essaie d'organiser cette classe. Parce que c'est une classe, madame, je vous dis, les agriculteurs sont à la base de toutes les révolutions que vous voyez à travers le monde. Des agriculteurs, la classe paysanne. Nous, aujourd'hui, il faut que notre gouvernement puisse prendre conscience que tant que nous n'aurons pas organisé cette masse qui représente presque les 70 ou les 80% du monde rural des Congolais, eh bien, il n'y aura rien. Et il faut aussi qu'on mette les leaders politiques qu'il faut. Pas, parce que, ma soeur, le poisson commence à pourrir par la tête, hein, et non par la queue. Tant que nous n'aurons pas les chefs qu'il faut, qui connaissent bien les domaines et qui peuvent nous amener à l'autosuffisance alimentaire, un programme agricole qui peut nous amener à l'autosuffisance alimentaire. Comment le Congo, qui peut faire nourrir le monde, qui peut faire nourrir 5 fois l'Afrique, continuons toujours à tendre la main à la Namibie pour le poisson, à tendre la main. Aujourd'hui, on nous parle du Brésil qui veut nous vendre des semences de maïs, on nous parle de l'Afrique du Sud. Mais nous, Congolais, si nous nous organisons, si nous connaissons, donc tout ça dépend du gouvernement congolais. Madame, il n'y a qu'une histoire de mauvaise foi. Et parfois aussi, le problème, c'est que les gens comme eux prennent beaucoup de temps à comprendre. Pierre Boukassa, là, vous venez d'énumérer ou de citer des problèmes qu'il faut remédier pour le panissement du secteur agricole. Maintenant, essaie un peu de mettre un accent particulier sur les efforts déployés par l'Union nationale des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Congo Inagricole que vous chapeautez pour tenter de soulager tant soit peu le calvaire de maraîchers et maraîchères de Kinshasa, pourquoi pas de l'ensemble du pays? Madame, merci beaucoup. Notre combat à l'Unagricole depuis 2001 a été celui de faire en sorte que les maraîchers ou les maraîchers aient la possibilité de travailler sur leurs concessions. Comme je vous ai dit dès le départ, c'est que tout avait été biaisé dès le départ. On a mis un document, il y a des arrêtés, mettant les maraîchers sur des terrains au nom d'une certaine organisation, mais quand on les attaque par les spoliateurs, ils attaquent des individus. Donc, notre lutte aujourd'hui, c'est de tout faire que le ministre de l'Agriculture, avec son collègue des Affaires foncières, accepte que les agriculteurs aient leurs documents. J'ose croire que, tel qu'on nous a dit par le ministre de l'Agriculture, d'ici le mois prochain, il y aura ces documents-là. Et il nous a dit aussi quelque chose que nous allons vérifier, que nous allons même revenir sur ce plateau pour vous dire si il nous a dit la vérité ou ça a été tout simplement une histoire pour nous faire dormir. On nous dira que le gouvernement, dans sa réunion du vendredi passé ou de ce vendredi, devait prendre une décision pour suspendre tous les travaux sur les sites agricoles, aussi bien RVA, Chouengue, Lokali, Lokali 1, Lokali 2, Mokali, et Nsango et consorts. On devait suspendre tous les travaux. Si cela n'est pas fait, nous allons revenir et aller encore voir le ministre, parce qu'il nous dira le 24, j'ose croire que vous serez avec nous, le 24 décembre, nous serons chez lui pour que nous puissions parler de vive voix
les problèmes agricoles. Chaque jour à Kinshasa, on apprend notamment l'expropriation des terres agricoles. Est-ce que vous défendez aussi les maraîchers? Nous les défendons, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si je vous dis que même le dimanche, les gens viennent toujours chez moi pour cette fameuse défense. Mais le grand problème, ce sont nos autorités. Ils promettent, mais parfois ils ne réalisent pas. Vous comprenez? Et cette fois-ci, madame, je vous assure, au mois de janvier, février, si l'autorité n'arrive pas à remettre de l'ordre dans notre secteur, parce que nous passons comme des incapables, on nous prend, nous autres agriculteurs congolais, comme étant des incapables à travers le monde. On a 80 millions de terres emblavables. Comment pouvons-nous manquer à manger? Tout simplement parce que nous ne savons pas où produire, et comment écouler. Alors que l'État devait être là pour essayer de nous encourager à organiser tous ces secteurs-là. Et le méthode de travailler, parce que jusque-là, il n'y a pas l'agriculture de compétition. Disons, ce que vous appelez l'agriculture de compétition, c'est l'agriculture intensive. Nous, Union des agriculteurs, nous aimerions que chaque agriculteur, disons, qu'on puisse professionnaliser le domaine. Vous voyez, parce que jusque-là, d'autres secteurs n'est pas professionnalisé. Ça veut dire quoi professionnaliser? C'est que les gens doivent dépendre du travail de la terre. Vous comprenez, madame? Nous devons à tout prix faire en sorte que les activités agricoles soient des activités professionnelles. Mais là, on pourra débattre en long et en large dans les prochaines émissions. Nous allons vous expliquer la question de la subvention des agriculteurs, ce n'est pas à l'ordre du jour? C'est à l'ordre du jour. C'est justement dans cette optique de professionnalisation. On ne va pas professionnaliser quelqu'un qui vient faire l'agriculture comme métier refuge. Mais on va professionnaliser les gens réellement reconnus par l'État comme étant des agriculteurs et ayant leur terrain, et reconnus aussi par notre syndicat, l'Union nationale des agriculteurs, comme étant de véritables agriculteurs. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine ou de 2 semaines, nous allons faire en sorte que nous soyons visibles sur toute l'étendue de notre territoire. Vous allez procéder comment? On vous le dira. Sachez tout simplement que la vision du chef, ça veut dire une agriculture forte pour un Congo fort. N'est-ce pas une occasion pour en parler? Je préférerais, parce que vous savez aussi, la télé, on ne sait jamais qui écoute et qui n'écoute pas. Et à un moment donné, quand vous donnez toutes vos idées, c'est que vous trouverez toujours des gens qui sont soit tout près du chef, ou qui ont plus de moyens, qui vont faire avant vous. Voilà. C'est mieux quand on va faire, vous allez en parler. Voilà. Il y a aussi une préoccupation, c'est l'utilisation abusive des engrais chimiques. Les engrais aujourd'hui n'affectent pas le marché de vos produits, surtout lorsque l'on sait que nous mangeons bio. Madame, vous voulez que je vous réponde sincèrement? Et un peu de mots. Un peu de mots. Sachez que les engrais, c'est depuis 1782 qu'on a mis les engrais au point par un Polonais, Liesberg. Il a mis ça au point. Depuis 1782 jusqu'à ce jour, l'Europe continue à utiliser les engrais. Nous, ici à Kinshasa, nous utilisons par hectare 200 à 300 kg de NPK et 100 à 200 kg d'urée. Ce qui est vraiment insignifiant, parce que les Chinois utilisent 750 kg par hectare. Nous sommes à 300 kg, 200 kg. Ça veut dire que notre terre n'est pas affectée. Et en plus de cela, quand on parle que les engrais affectent la terre, c'est archi faux. Ça n'affecte pas la terre. Les engrais, c'est la plante. Ça agit sur la plante et non sur la terre. Il y a tout ça qui fait qu'il faut qu'on prenne toute une émission pour en parler. Parce que vous le vouliez ou pas, je vous assure que si nous allons dans l'agriculture de subsistance, l'Afrique ne pourra jamais s'en sortir. Nous devons aller comment ailleurs? Les agriculteurs font 22 tonnes hectares de maïs, 15 tonnes hectares de maïs, 12 tonnes hectares. Vous venez de chez nous, n'utilisez pas les engrais pour que nous on puisse faire 950 kg de maïs et continuer à dépendre de la Zambie, continuer à dépendre de l'Afrique du Sud. Et autres produits phytosanitaires. Et les produits phyto. Les produits phyto, madame, qu'est-ce que ça a à voir? Il y a des produits qui sont cancérigènes, ça c'est vrai, qu'on a interdit de par le monde. Mais demandez un peu, quelle est cette agriculture par le monde qui n'utilise pas les produits phyto? S'il y a un seul pays qui n'utilise pas les produits phyto, venez chez moi, alors je vais être très content. Voilà, nous sommes presque à la fin. Un autre problème des agriculteurs, ce sont les chambres de conservation. La plupart de vos produits sont périssables.
Nous avons besoin des chambres positives. Mais ça sera à voir avec le gouvernement congolais. Je crois que le 24, nous serons reçus par le ministre de l'Agriculture, je l'espère. Parce qu'à chaque fois qu'on part, on sent la bonne volonté de nous recevoir, mais le temps lui manque. Souvent, les ministres ont le temps quand ils ne sont plus au pouvoir. C'est un peu ça. Merci. Voilà, nous sommes à la chute de cette émission. Un message particulier? C'est que notre gouvernement comprenne les agriculteurs et j'ose croire que 2022 sera une année d'une agriculture forte. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à toutes les questions prévues pour ces numéros. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, nous venons là de changer avec le président de l'Union nationale des agriculteurs et les verts épaisseurs du Congo, M. Pierre Boukassa. La rediffusion de cette émission, c'est demain à 12h30, heure de Kinshasa. Merci à toute l'équipe technique. Antenne A vous remercie, vous, fidèles téléspectateurs, énormément d'avoir suivi les rendez-vous de ce soir. Moi, il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et chacun.